Bienvenue à cette activité inaugurale dans la série des Mon Petit Entretien. Je sais qu'il y en a plusieurs dont c'est la première expérience. Alors, sachez qu'on organise toujours à peu près 5 rendez-vous par session. On appelle ça des rendez-vous livresques. C'est-à-dire qu'on invite des autrices ou des auteurs à venir, bien entendu, échanger avec nous autour d'une de leurs dernières productions. Et donc, c'est un premier Mon Petit Entretien. J'aime bien aussi vous dire que l'organisation des Mon Petit Entretiens dépend toujours d'une franche collaboration avec les gens du service d'audiovisuel parce que vous aurez constaté qu'on va procéder à la captation filmique de cet entretien. J'aime bien remercier aussi nos partenaires de la bibliothèque, comme toujours, et de la librairie coopérative. Et simplement pour vous situer dans le cadre du déroulement du Mon Petit Entretien, vous avez reçu chacune un petit coupon parce qu'il y aura un tirage à la toute fin de l'activité de 3 exemplaires. Donc, de l'ouvrage qui est au cœur, évidemment, de notre entretien, de notre échange. Et vous avez aussi sur votre chaise un petit coupon rectangulaire qui vous permet, pour les 2 prochaines semaines, si jamais vous obtenez pas le prix, là, un des 3 prix, d'aller à la librairie coopérative, de vous procurer le livre Maudite Charte. Et vous avez 25% donc de rabais. Et je pense que ça vaut vraiment la peine. Le déroulement est le suivant, vous allez voir, c'est formidablement simple. On aime ça que ça se fasse de façon plus sympathique. Vous êtes habitués depuis le début de la session à avoir des cours magistraux, etc. Donc, on essaie de changer un petit peu le cadre, de changer un petit peu le rythme. Et donc, dans un premier temps, moi, je vais poser des questions. Je vais lancer quelques petites grenades à notre invité et on va essayer de s'amuser un petit peu de façon dynamique. On va créer une belle gymnastique. Et ensuite de ça, on pourra procéder à une période de questions. Et là, vous êtes et vous serez conviés, vous serez invités à vous diriger au micro pour poser votre question. Et je dois vous dire que toutes les questions seront les bienvenues. On a l'habitude d'ailleurs parfois d'avoir affaire à des auditoires un peu hostiles. Alors, cela ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci. Alors, sans plus tarder, quelle chance, et vraiment quelle chance, honnêtement, d'avoir avec nous Louis-Philippe Lampron. Louis-Philippe Lampron, c'est un professeur titulaire de la faculté de droit de l'Université Laval. Il vient de loin, il vient d'arriver en train. Il a contourné le futur 3e lien, je le félicite. Alors, Louis-Philippe Lampron, donc professeur de droit, il est aussi chercheur au CRIDAC, et là, je sais qu'il va m'écouter attentivement, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Premier point. Deuxième point, il est aussi chercheur au GEDEL, c'est-à-dire le groupe d'études sur les droits et libertés. Et il ne chôme pas parce qu'il est aussi président du syndicat des professeurs de l'Université Laval. Et pour compléter un peu cette présentation, Louis-Philippe Lampron aussi a obtenu son doctorat en France, à l'Université d'Avignon. Et il est aussi membre du barreau du Québec. Alors, Louis-Philippe Lampron, bienvenue à nouveau au Cégep Édouard-Montpetit. C'est un bonheur que de vous avoir. C'est un bonheur d'être ici aussi. Merci de l'invitation. Alors, si on vous a invité, c'est que vous avez produit un ouvrage qui s'intitule « Mauvaise charte », point d'interrogation. Maudite charte. Moses de charte. Maudite charte. Alors, avec un point d'exclamation, avec une belle couverture rose. Oui. Et c'est un ouvrage que j'ai vraiment dévoré. J'avais bien hâte de me mettre à table avec Louis-Philippe Lampron. Mais en préambule, c'est comme le droit, ça, constitutionnel. Le préambule, c'est toujours important. Bien sûr. Vous êtes un intellectuel, vous êtes un universitaire. Et j'aime bien que vous avez pris l'habitude de descendre de votre tour d'ivoire, de prendre des escaliers, d'aller au rez-de-chaussée et de vous adresser aux citoyens et à la citoyenne. Vous le concevez comme ça, le rôle de l'intellectuel et de l'universitaire? Et pourquoi? Ouais, mais c'est fondamental. En fait, l'idée de la tour d'ivoire, pour moi, elle est mal comprise trop souvent par certains collègues et certaines collègues et même par la population en général. C'est-à-dire, ça implique presque l'idée de
la tour d'Isengard dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une espèce de truc où les professeurs sont, puis ils y restent en fait, puis ils regardent tout le monde de haut, alors que dans les faits, la tour d'ivoire, ce que ça implique, c'est l'indépendance. C'est ça qui est important. Et ça, c'est pas antinomique, bien au contraire, avec l'obligation qu'on a d'expliquer la pertinence des travaux qu'on fait à l'intérieur de la Tour d'Ivoire, à l'intérieur de ces paramètres-là qui garantissent le fait qu'on est capable de critiquer les puissants, de critiquer les institutions publiques sans craindre pour notre emploi, en fait. C'est tout ce qui est au cœur de la liberté académique. Alors, pour moi, mais je conçois aussi là, que je veux dire, il y en a qui demeurent dans la théorie et c'est très, très utile et c'est fondamental quand même, mais je pense que l'incarnation de la liberté académique, ça passe par la capacité de parler à tout le monde, en fait. Pas uniquement de rester dans l'entre-nous, mais d'aller à la rencontre des autres groupes. C'est comme ça que le dialogue se construit. Et d'ailleurs, on y reviendra d'ailleurs sur la liberté académique parce que vous êtes d'ailleurs à cheval là-dessus depuis déjà plusieurs mois. C'est un combat qui est important, mais qui fait partie aussi de votre livre, Le Maudit Charte. Ce qui m'a frappé en lisant votre livre, moi le premier, là, c'est je suis démuni en termes de vocabulaire juridique. J'ai beaucoup de difficultés, même si je suis un prof de niveau collégial, même si je suis un politologue, parfois mes points de repère juridiques sont assez déficients. Et j'aime bien une expression que vous utilisez qu'on peut mentionner de la façon suivante. Le droit comme langage. C'est un langage. Mais c'est un langage qui est pas simple. Comment peut-on arriver justement à rendre plus accessible ce langage-là, sachant que nul ne peut être... Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Mais ça, c'est un paradoxe, en fait. C'est-à-dire que le droit est un langage qui est très complexe. Puis dans le livre, il y a un petit texte. Puis ça m'avait frappé quand j'étais étudiant au baccalauréat. C'est-à-dire que, je sais pas si certains d'entre vous avaient essayé d'ouvrir une des lois fiscales, la loi fiscale fédérale ou la loi fiscale québécoise. C'est écrit en papier Bible, là. Je veux dire, c'est vraiment, c'est gigantesque, c'est épais comme ça, puis ils rajoutent des pages à chaque année. Mais c'est fait pour qu'on ne comprenne pas ou à peu près. C'est-à-dire que de lire la disposition en elle-même, si on n'a pas les bonnes clés de lecture, si on ne sait pas où sont les directives qui interprètent le texte qu'on lit, il ne fait pas sens en français. J'ai un exemple de la disposition. Évidemment, c'est une caricature, mais je veux dire, dans la loi fiscale fédérale, puis moi, ça m'avait choqué quand j'étais au bac en droit, on parle du moment immédiatement avant le moment, immédiatement avant le moment donné. Je veux dire, c'est absolument impossible de savoir de quoi il est question, à moins d'avoir les deux pieds dans tout ce qui vient autour des textes de loi, en fait. Puis ça, c'est fondamental. Puis ça, effectivement, je trouve que comme citoyen, on n'est pas assez équipé. Et ça, c'est contradictoire avec une maxime juridique qu'on peut nous opposer dans une salle de cours. C'est-à-dire que si jamais vous violez la loi, vous pouvez pas vous défendre d'avoir violé la loi en disant que vous saviez pas que c'était la loi. Ça, c'est l'idée selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. Mais ça, c'est valable tant que la loi est intelligible, que la loi, elle est accessible et facilement compréhensible pour l'entièreté de la population. Bon, évidemment, là, je veux pas dresser un portrait très, très noir. Il y a des principes qui font en sorte qu'on peut pas se faire fumer en se faisant opposer des règles obscures. Je veux dire, il y a l'idée de la prévisibilité de la règle de droit, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a quand même un décalage qui est trop grand dans l'état actuel des choses entre les textes de loi, ce qu'on peut faire dire aux textes de loi et la capacité de personnes qui n'ont pas été initiées aux sciences juridiques à comprendre les tenants et les aboutissants, puis les nuances, les nombreuses nuances qui viennent avec la compréhension de tout texte de loi. Et s'il y a un texte en particulier qui implique une compréhension quand même assez fine, c'est la Charte canadienne et la Charte québécoise. Parce que si on fait la lecture, et ça c'est vraiment au cœur de ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage, si vous ouvrez la Charte canadienne ou la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vous allez faire le tour du catalogue des droits fondamentaux. Je veux dire, il y a personne qui est contre la vertu, il y a personne qui est contre la confiture de fraises. Je veux dire, ce qui compte, c'est de savoir ce que ça veut dire concrètement. La liberté d'expression, tous les États s'entendent pour dire que c'est une liberté fondamentale ou à peu près. Même des régimes totalitaires peuvent avoir signé des textes qui reconnaissent l'importance de la liberté d'expression. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on l'a interprété, cette liberté fondamentale-là. Quelles sont les instances qui sont responsables de dire et de déterminer quelles activités expressives méritent la protection de la liberté d'expression, lesquelles en sont exclues, etc., etc. Puis là, quand on creuse, d'un régime juridique à un autre, il y a des grandes différence. Alors, je veux dire, tout ça, là, ça m'apparaît être quelque chose de fondamental qu'on aurait tous... ça ferait du bien à l'ensemble de la société qu'on ait accès
plus largement dans le cadre d'une formation générale, peut-être même au cégep, là, à ces outils-là qui nous permettent de comprendre plus que les institutions juridiques, mais les textes de loi avec lesquels on doit vivre. D'ailleurs, si tu permets, Louis-Philippe, je prends la balle au bon parce que je vous annonce d'ailleurs, en présence de mes collègues, qu'il y aura un nouveau programme de sciences humaines à partir de l'automne 2023 qui aura un profil justice. Et donc, les préoccupations sur le droit vont être au cœur de ce profil-là parce qu'on sent justement qu'il y a un besoin. Et donc, ça tombe bien ce que tu viens de mentionner. Puis, belle coïncidence aussi, c'est qu'au moment où tu es ici avec nous, le juge en chef et ses 8 juges ne sont pas à Québec présentement. Oui, tout à fait. Donc, la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au pays, siège à Québec pour 2 causes, je pense. Tout à fait. Des causes sur des sujets vraiment tout à fait quotidiens, là, c'est-à-dire tout à fait banals dans le sens positif. Là. Et donc, si il faut rendre accessible un peu plus, je pense qu'on peut souligner, puis tu me corriges si je me trompe, mais que Richard Wagner, depuis qu'il est le juge en chef de la Cour suprême, a ce souci-là aussi de mieux faire comprendre le rôle notamment des tribunaux et des institutions juridiques. Je me trompe pas? Il y a un effort très, très important qui est fait par la Cour suprême depuis, effectivement, que le juge Wagner est le juge en chef. Absolument. Ça, c'est à saluer. Mais maintenant, de rapprocher les tribunaux et les instances judiciaires de la population, c'est une chose. C'est quelque chose qu'on doit saluer. C'est-à-dire que par curiosité, là, on peut en apprendre en allant s'asseoir dans une salle d'audience. Mais vraiment sur la compréhension des principes juridiques, là. Moi, pour être capable de comprendre même une campagne électorale comme celle qu'on vit, la compréhension de la nuance juridique, ça permet de savoir quand est-ce qu'on est en train de se faire instrumentaliser, puis quand est-ce qu'au contraire, là, les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que ce qui est dit sur l'intention politique d'un programme X, Y ou Z, il faut que ça se traduise dans le texte du programme et ensuite dans le texte de la loi qui est proposée. Et trop souvent, c'est pas le cas. Il y a un écart très, très important entre ce qui est dit que va faire une loi X, Y ou Z et ce qu'elle fait concrètement par rapport à l'état actuel du droit puisque ça serait appelé à changer. Puis ça, c'était quelque chose qui était pour moi prégnant dans tous les débats qui ont entouré la laïcité de l'État, les accommodements raisonnables, voire l'état d'urgence sanitaire. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion qui est alimentée par le fait justement que c'est très, très difficile de savoir comment est-ce qu'on départage l'intention politique puis l'effet juridique des textes, en fait, qui sont imposés à l'ensemble de la population. Et on va y venir d'ailleurs à ces différents événements ou ces différentes décisions. J'aime bien situer le travail que tu as fait dans Maudite Charte. Moses de charte, vraiment, des fois je me disais ça en le lisant, c'est que tu as regroupé 31 textes parce que tu te livres dans les journaux, donc tu prends place sur la place publique, justement. 31 textes et ça touche évidemment toutes sortes de questionnements de nature juridico-politique. C'est très riche et j'aime bien aussi mentionner que tu fais intelligemment référence à des noms d'auteurs qui nous sont chers en sciences humaines et en sciences sociales. C'est John Locke, c'est Charles de Montesquieu, c'est Hannah Arendt, c'est Tsvetan Todorov, entre autres choses. Et donc, on voit que le monde juridique comme tel n'est pas désincarné. À quelque part, ça s'incarne de façon précise dans ce que nous sommes comme individus, comme citoyens. Ce que j'aimerais faire avec toi, je pense qu'il faut mettre la table parce que tu as fait référence aux chartes, tu as fait référence charte québécoise, charte canadienne. Il faut faire une lessive. Donc, on va partir la machine, on va essayer de nettoyer. Et là, je pense que ça va probablement plaire à mes collègues d'histoire. Je pense qu'il faut installer quelques points de repère historiques. Oui. Et si tu le veux bien, je pense qu'il faut revenir à 1215. Oui, la Magna Carta. Peut-être une petite bifurcation vers la Révolution française. Et on va se rapprocher un peu plus de nous, 1948. Mais je veux qu'on arrive aussi à 1975, à 1982, et bien distinguer nos chartes, la charte québécoise et la charte canadienne. Et ensuite, on pourra peut-être aller voir des événements dans lesquels on pourra faire parler les chartes. Alors, tu nous aides un peu sur le plan historique? Absolument. C'est parti. C'est le point de départ. C'était le point de départ. Vous donniez le signal de départ exactement, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, l'objet de droits et libertés de la personne, moi, à la base, je suis resté en droit à cause du premier cours de droits et libertés de la personne que j'ai suivi, là, parce qu'à la base, je suis dans un cégep, alors je peux le dire, je suis allé en droit parce que je savais pas quoi faire d'autre puis que je voulais suivre ma copine de l'époque, parce qu'elle voulait aller en droit. Alors, je l'ai suivi en espérant que mon couple survive, puis ça a été une catastrophe. Ça s'est vraiment très, très mal terminé, mais au moins, je lui dois ma carrière, fait que
Salutations cordiales. Et donc, le cours de droits et libertés de la personne, moi, c'est l'objet droits et libertés qui m'a allumé en droit parce que c'est quelque chose. Le droit a toujours une composante politique et juridique, en fait. Il y a la science juridique, c'est-à-dire qu'une fois que la loi est adoptée, il y a les outils que ça prend pour le faire parler, savoir qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la limite du droit, je veux dire, dans quelle situation est-ce que des faits X, Y ou Z vont se confronter aux règles de droit qui ont été anticipées. Et évidemment, le législateur, il prévoit jamais l'évolution de la société. Alors, il y a toujours des situations qui n'étaient pas prévues par le législateur. C'est ça qui fait en sorte que les avocats et les avocates, essentiellement, ils vont avoir toujours du travail. On n'est pas capable de tout prévoir. Il y a toujours des situations où on va être confronté à des vides, à des trous, même dans le texte de loi le plus détaillé, même dans une loi fiscale là, qui fait 10 500 pages avec des dispositions obscures là, qui se rajoutent année après année. Alors, l'objet droits et libertés de la personne, c'est vraiment l'idée de contre-pouvoir qui est associée. Quand on parle des chartes des droits au Québec et au Canada, donc la charte québécoise et la charte canadienne qui sont en vigueur actuellement et dont on parle beaucoup, effectivement, l'histoire des droits et libertés de la personne, c'est lié à des contre-pouvoirs, à des garanties qui ont été arrachées progressivement des titulaires de la puissance publique. Les rois d'abord, les monarchies d'abord, puis ensuite, on a transféré ces obligations-là de ne pas violer le socle de légitimité de l'action démocratique au Parlement, au gouvernement démocratique. Mais c'est toujours le rapport, au sens classique du terme, là, quand on parle de droits et libertés, entre les individus et l'État. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, entre les individus et les multinationales, mais c'est quand même une tâche aveugle là, du raisonnement sur les droits fondamentaux. C'est surtout entre les individus et l'État. Ça, c'est vraiment le point commun de tous les textes sur les droits fondamentaux, autant au niveau international que au niveau canadien et québécois. Alors, la Grande Charte de 1215, on dit aussi que c'est à ce moment-là qu'on a vu la naissance de l'État de droit, parce que ce qu'on retrouve comme reconnaissance juridique, le premier des droits fondamentaux qui a été arraché par la population britannique au roi de l'époque, c'est le principe de l'habeas corpus. Les juristes, on est toujours en train de parler latin. Je n'ai pas de cours en latin, mais il y a beaucoup de principes latins. Et donc, l'habeas corpus, qu'est-ce que ça implique? C'est le droit de faire vérifier la légalité de son emprisonnement, de sa privation de liberté, par un tiers indépendant. Et ce principe-là, il est à la base de l'État de droit, c'est-à-dire que le souverain, le titulaire de la puissance publique, il ne peut plus agir de manière arbitraire. S'il veut priver de liberté un de ses sujets, il doit le faire sur la base d'une loi qui avait été édicté antérieurement à l'emprisonnement, et la personne privée de liberté a le droit depuis la Grande Charte. En tout cas, en Grande-Bretagne, puis il y a eu des atermoiements historiques, mais en principe, l'habeas corpus, c'est ça, c'est qu'on a toujours le droit de saisir une cour de justice, donc la séparation des pouvoirs qui est associée à la reconnaissance du principe de l'habeas corpus, pour vérifier si le souverain, le titulaire de la puissance publique, il avait le droit de me priver de ma liberté, en fait. Alors, c'est pour ça que tout part de la Magna Carta, et ensuite, peu à peu, à travers notamment les deux événements majeurs, en fait, dans l'histoire des démocraties occidentales, la Révolution française et Révolution américaine, 1776 et 1789. Là, on va voir l'émergence d'un catalogue qui est plus proche de ceux qu'on connaît actuellement, là, des droits et libertés de la personne et la reconnaissance du droit à l'égalité, des libertés fondamentales, etc., etc. Et par la suite, le dernier des jalons là, qui a mené à la codification moderne des droits et libertés et à la mise en place d'un principe qui s'appelle la démocratie des droits et libertés de la personne. Donc, c'est une conception qui est plus restrictive de la capacité des majorités à faire ce qu'elle veut, la démocratie des droits et libertés de la personne, parce qu'il y a certaines démocraties avant la Deuxième Guerre mondiale qui ont mené à des exactions épouvantables, en fait, contre des groupes minoritaires. Et ça a mené à la montée en puissance politique du plus jamais ça, et à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de 1948, qui est l'inspiration d'à peu près tous les textes qui sont applicables actuellement et qui protègent les droits et libertés de la personne, dont la Charte canadienne et la Charte québécoise. Alors, le plus jamais ça, qu'est-ce que ça implique? Mais ça implique que on n'admet plus qu'un gouvernement démocratique, même s'il a l'appui de la majorité, puisse abuser de ses droits à l'encontre des différents groupes minoritaires qui composent les différentes sociétés. C'est ça, vraiment l'idée, ce qui va basculer après 1948. C'est cette idée-là selon laquelle le pouvoir des majorités, en démocratie, bien sûr, il demeure. Je veux dire, ce sont les majorités qui décident, ce sont les majorités qui imposent leurs valeurs, qui imposent leurs règles. Mais il y a une limite, en
faite et il y a des arbitres qui doivent être chargés de faire respecter cette limite-là pour éviter la répétition des horreurs qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment le moteur de la démocratie des droits de la personne et c'est le moteur qui sous-tend l'adoption de tous les textes sur les droits fondamentaux, y compris au Québec, la Charte québécoise en 1975 et la Charte, la petite sœur en âge, mais grande sœur au sens constitutionnel du terme, là, la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Alors voilà pour le petit historique. Et comment expliquer que le Québec précède le Canada? Est-ce qu'il y a un input politique particulier si on recontextualise 1975 parce que ça devance la Charte de 1982. Bien sûr, on y reviendra, il y a tout un enjeu constitutionnel. Ouais. Mais peut-on recontextualiser 1975 et cette particularité de la Charte québécoise? C'est intéressant parce que le Québec est le parent pauvre quand on regarde historiquement parlant en matière de protection des droits et libertés de la personne. C'est-à-dire qu'il a été la dernière province à légiférer sur la protection des droits de la personne. Mais ce que je dis dans mes cours de charte, c'est que tant qu'à tarder, lorsqu'il est arrivé, il a fait les choses correctement. Il a adopté le texte qui protège le plus largement les droits et libertés de la personne au Canada. Maintenant, en 1982, ça s'inscrivait dans une mouvance qui touchait toutes les démocraties post-1948. Mais le premier texte qui a eu application au Canada, c'est une loi fédérale adoptée en 1960 par le gouvernement de Diefenbaker, qui a adopté la Déclaration canadienne des droits, qui avait une portée, somme toute, assez... c'est une déclaration, je ne savais pas vraiment de force contraignante, mais quand même, le Québec a tardé plus de 15 ans après la Déclaration canadienne des droits avant d'adopter sa propre mouture d'un texte qui protège et qui affirme l'importance des droits et libertés de la personne. Maintenant, 1982, là où tout va basculer, c'est que on va assister la controverse évidemment constitutionnelle, le gouvernement du Parti québécois au sortir d'une défaite référendaire en 1980, la promesse du gouvernement fédéral mené par Pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire le père de celui qui prend des selfies, qui avait promis le fédéralisme renouvelé. Et donc, le fédéralisme renouvelé, ça a pris la forme d'un projet de rapatriement de la Constitution. Puis là, il y a eu toute une bataille fédérale-provinciale, parce qu'évidemment, le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau a menacé de rapatrier unilatéralement. La Cour suprême s'est mêlée elle s'en est pas mêlée par elle-même, mais on a lancé la Cour suprême dans le débat. Ça a mené à ce fameux arrêt en disant que ce serait légal de rapatrier unilatéralement la Constitution. Ce serait constitutionnel de le faire, mais illégitime. La négociation constitutionnelle qui s'ensuit, la nuit des longs couteaux, le Québec se ramasse isolé et la Charte canadienne est adoptée avec la loi constitutionnelle de 1982 sans le consentement du Québec. Mais juridiquement parlant, là, pourquoi est-ce que c'est vraiment un coup de tonnerre l'adoption de la Charte canadienne en 1982? C'est que ça a vraiment créé une révolution dans le système judiciaire canadien parce que pour la première fois, les juges ont été habilités à remettre en cause des décisions et des lois adoptées par les parlements fédéral et provinciaux sur la base d'une contradiction avec les droits et libertés protégés par la Charte canadienne, de un, mais ça a eu aussi un effet boule de neige, c'est-à-dire que ça a émancipé et accordé un statut véritablement supralégislatif à la Charte québécoise également, qui jusque-là avait un statut qui était plutôt déclaratoire. C'est-à-dire qu'on trouvait, les tribunaux trouvaient toujours des tours un peu de passe-passe pour s'arranger, pour trouver que les lois qui étaient contestées comme attentatoires à des droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise, elle l'était pas vraiment. Il y avait une idée de conciliation là entre les lois puisqu'elles étaient du même palier. Enfin, là, je veux pas entrer dans les technicalités juridiques, là, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la Charte canadienne, il y a tout le débat, et en particulier au Québec, sur sa légitimité, parce que le Québec n'a toujours pas consenti, n'a pas signé officiellement la Constitution du Canada de 1982, et c'est par le truchement de cette loi-là que la Charte canadienne est entrée en vigueur. Et également, c'est par l'adoption de la Charte canadienne que le système de contrôle de la constitutionnalité des lois a vraiment pris toute sa puissance au Canada et au Québec. Et donc, si on dit depuis 40 ans, 1982-2022, les tribunaux, la Cour suprême, entre autres, qui est la garante comme telle de la Charte des droits et libertés, comment tu réagis quand on évoque dans le débat gouvernement des juges? C'est que plus ça avance, plus ce sont les juges qui décident, au détriment de l'exécutif et notamment au détriment du législatif.
Ça te fait frissonner un peu? Oui, ça m'agace un peu parce qu'évidemment, il y a plein de critiques qu'on peut valablement adresser à des décisions particulières, à des arrêts qui sont rendus par la Cour suprême du Canada. On peut tout à fait, de manière légitime, critiquer l'activisme judiciaire de certains juges en disant, bon, ben là, ils sont peut-être allés trop loin. Peut-être qu'ils auraient dû, par exemple, dans la mesure de réparation qu'ils ont ordonnée après avoir jugé que le législateur de la Saskatchewan, avait violé tel droit fondamental, il aurait dû simplement se contenter de déclarer invalide, donc d'annuler la disposition plutôt que de proposer des solutions de remplacement, etc. Là, évidemment, tout est une question de nuance. Mais quand on voit dans la sphère publique, sous la plume de certains chroniqueurs, l'idée de gouvernement par les juges comme étant quelque chose d'antidémocratique, ça me fait frissonner au sens où ça nous ramène à une conception de la démocratie selon laquelle c'est toujours aux majorités de décider. Et ça, c'est contraire à l'idée qui est à la base de la démocratie des droits de la personne. Ça prend nécessairement un tiers indépendant du titulaire de la puissance publique pour déterminer dans quel cas est-ce que l'État, le gouvernement, est allé trop loin, a violé les droits fondamentaux, par exemple, de groupes minoritaires, et dans quel cas, au contraire, parce qu'il y a plein de possibilités pour l'État, on l'a vu pendant la pandémie et l'état d'urgence, il y a plein de possibilités pour l'État de convaincre une cour de justice de la raisonnabilité d'une violation à certains droits fondamentaux. Alors, le mécanisme là du contrôle de la constitutionnalité des lois, il est faux de dire que ça lie les mains des gouvernements et que ça mène vers une tyrannie des minorités. Là, ça, c'est absolument antinomique avec le système et avec l'idée même de démocratie des droits de la personne, qui ne remet pas en cause l'idée que ce sont les majorités qui imposent leur programme politique et donc, par la bande, qui imposent leurs lois. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que si on veut valablement protéger les groupes minoritaires ou encore les personnes dissidentes qui ne se reconnaissent pas dans un gouvernement X, Y ou Z d'éventuels abus ou d'éventuelles exactions, si on va vraiment très, très loin, ça implique nécessairement un tiers indépendant qui a un pouvoir de contrainte sur le titulaire de la puissance publique. Ça, c'est au cœur de la démocratie des droits de la personne et c'est pour ça que ça me fait passablement tiquer. Ça me donne de l'urticaire, là, l'idée là, du gouvernement par les juges qui serait antidémocratique. Tu as ouvert un petit peu la porte. Tu viens juste d'évoquer pandémie. On sort de la pandémie, quoique c'était pas toujours terminé, et on revient à la notion d'état de droit. Oui. On revient à l'importance de l'équilibre des pouvoirs. Et donc, la hantise du déséquilibre comme tel. Quand tu regardes à rebours jusqu'à maintenant, la gestion de nos gouvernements, le fédéral et le provincial, de la pandémie, quel regard portes-tu là-dessus avec ta lunette de droit et liberté? Je sais que la question est peut-être pas si simple au niveau du développement. D'ailleurs, je vais m'en aller. Merci pour l'invitation. Non, mais la question, elle est complexe, mais il faut, d'une part, garder en tête que tout État de droit démocratique a en son sein, à l'intérieur de son système normatif, là, des mécanismes qui permettent de rompre temporairement l'équilibre des pouvoirs. En principe, là, c'est le mot de Montesquieu là, pour s'assurer que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Là, je le cite mal, mais c'est l'idée. Et donc, c'est ce qui est à la base de l'idée de la séparation des pouvoirs entre les trois branches de l'État, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Chaque ordre de pouvoir ayant des responsabilités qui sont propres là, dans l'exercice des affaires de l'État et chaque ordre ayant la possibilité de regarder ce que fait l'autre ordre et de limiter la possibilité que l'autre ordre parte avec le ballon. Bon, quand on entre dans un état d'urgence, c'est sciemment ce qui se passe en fait. C'est de dire l'idée que derrière une déclaration d'état d'urgence au Québec, ça a été l'état d'urgence sanitaire, mais je veux dire des raisons pour lesquelles on entre en état d'urgence, il y en a plusieurs qui sont tout à fait légitimes par ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, il y a une catastrophe qui nous frappe. Là, il va falloir aller vite. C'est la sécurité du plus grand nombre qui compte. Et ce faisant, on va charger l'exécutif gouvernemental de pouvoirs qui, traditionnellement, sont dans les mains du législatif, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a vécu dans un régime où les normes d'application générale pour tout ce qui concernait la pandémie, ça se faisait par décret, donc par décision du gouvernement. Mais à la base, l'idée qu'il y a derrière l'état d'urgence, c'est ça. C'est qu'au début de la pandémie, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver, le niveau de contagiosité, de létalité de ce virus-là, etc. On bascule en état d'urgence. La plupart des États du monde l'ont fait par ailleurs. Bon. Alors ça, c'est une chose.
la légitimité de ces mécanismes-là, ça aussi, c'est, de manière générale, là, c'est consensuel partout à travers le monde. Mais, toujours un mais, le problème, c'est que à partir du moment où un des ordres de gouvernement s'arroge des pouvoirs qui appartiennent aux autres ordres de gouvernement, il y a toujours un risque, en fait, qu'il tarde à rendre les pouvoirs. Puis là, je donne c'est caricatural, mais je trouve que c'est une image. Je suis assez fan de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, il y a plein de références dans le livre. Là, je suis désolé pour ceux qui haïssent ça. Mais en même temps, j'ai les deux univers, fait qu'on peut s'y retrouver dans un puis pas dans l'autre. Voilà. Alors, donc, l'idée de comment l'empereur Palpatine prend le pouvoir dans la guerre des étoiles. Je suis désolé, je me sens pas sérieux en disant ça, mais c'est vrai. C'est quelque chose du genre. C'est-à-dire, je prends les pouvoirs parce qu'il y a une crise, fausse en l'espèce, et par la suite, il ne redonne jamais les pouvoirs. Mais c'est toujours un danger. C'est pas ce qui s'est passé au Québec, mais c'est toujours un danger. Il y a toujours un risque pour la santé d'une démocratie quand on se sert de mécanismes exceptionnels de manière de plus en plus normale et normalisée, en fait. Et moi, c'est pour cette raison-là que j'ai été très, très critique de la manière qu'a eu le gouvernement du Québec de gérer, de maintenir de manière indéfinie et sans jamais demander l'avis de l'Assemblée nationale l'état d'urgence sanitaire pendant une période qui a duré plus de 2 ans, en fait. Et donc, de maintenir cet état d'urgence-là et de ne jamais réfléchir, sauf tout récemment, à un mécanisme qui allait permettre de redonner sa place au débat parlementaire dans la gestion de la pandémie. Alors, ça, c'est quelque chose, évidemment, je suis pas en train de dire qu'au Québec, on est passé dans un régime totalitaire, pas du tout, mais c'est quand même quelque chose qui est problématique et considérant la très grande sensibilité, en fait, là, de l'équilibre des pouvoirs et la fragilité des contre-pouvoirs en particulier, là, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et je pense que c'est sain de critiquer des situations où on maintient indûment une situation qui a vocation à être exceptionnelle et à être en vigueur de manière très, très, très temporaire. Mais qu'aurait pu faire le gouvernement Legault à ce moment-là de façon très pratico-pratique, c'est-à-dire assez rapidement de réouvrir, entre guillemets, le Parlement et à tout le moins d'avoir cette discussion, ça aurait été un pas dans la bonne direction. Ben, pour moi, assurément. C'est-à-dire que là, tout le débat s'est fait à travers une disposition que moi, je ne connaissais pas, mais évidemment, on s'y est tous plongés, là, la loi sur la santé publique, le fameux article 119. Et là, il y avait un glitch, à quelque part, qui a été exploité par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 2 délais qui sont prévus à l'article 119 de la loi sur la santé publique. Le premier permet au gouvernement, donc à l'exécutif, de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une période de 10 jours. De sa propre initiative. Et par la suite, il peut le renouveler pour une période de 10 jours ou s'il veut le renouveler pour une période de 30 jours, là, il doit demander le consentement à l'Assemblée nationale. Alors, il y a tout un débat qui a été fait sur la lettre versus l'esprit de la loi. Comme il y a le délai de 30 jours, une interprétation raisonnable au sens politique, mais qui n'a pas été retenue au sens juridique à cause de la lettre de cette disposition-là, c'est de dire, si l'état d'urgence dure plus de 30 jours, nécessairement, le renouvellement va devoir passer par le consentement à l'Assemblée nationale. Ce qui aurait eu une valeur, par ailleurs, passablement symbolique pour le gouvernement de la CAQ, puisque c'est un gouvernement majoritaire. Alors, il aurait dû y avoir débat à l'Assemblée nationale, mais à terme, le gouvernement aurait pu le maintenir quand même, puisqu'il a la majorité dans la législature, en fait. Mais le gouvernement a préféré maintenir la possibilité de renouveler de 10 jours en 10 jours de sa propre initiative et sans jamais mettre dans la boucle l'Assemblée nationale. Et pour moi, ça a posé des problèmes importants de transparence, puis à terme même de confiance envers les mesures qui étaient imposées. Parce que la légitimité d'un état d'urgence, ça se défend et il y a une adhésion très grande quand la catastrophe frappe. Mais plus la catastrophe dure et plus l'état d'urgence dure dans le temps, et là, plus l'adhésion à des mesures exceptionnelles risque de s'étioler dans la population. Et c'est pas mal ce à quoi on a assisté là, dans le contexte des 2 années d'état d'urgence sanitaire au Québec. Une petite lumière du côté fédéral. Il y a eu l'épisode, évidemment, assez marqué de la situation à Ottawa et des camionneurs. Oui. Il y a eu état d'urgence, loi des mesures d'urgence. Il y a une avancée démocratique avec la loi des mesures d'urgence par rapport à ce qui existait auparavant, le fait qu'on aille chercher justement l'assentiment des parlementaires, oui, mais il y a et qu'on doive rendre compte par la suite, la fameuse reddition de comptes. Exactement. Ça, on le retrouve dans parce que à mon sens, et on va voir, là, il y a une campagne électorale en cours, tout porte à croire que ça va être
j'allais faire une blague, mais le parti, en tout cas, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais disons, il y a un parti qui est pas passablement en avance et il est au pouvoir actuellement. Alors, il devrait y avoir un deuxième mandat. Et donc, le débat qui a mené à l'adoption de la loi 28, là, qui a levé l'état d'urgence puis qui a maintenu temporairement certains pouvoirs particuliers, nécessairement, dans le cadre des débats parlementaires, pas nécessairement, mais le ministre Dubé a laissé entendre que le gouvernement était ouvert à revoir les dispositions de la loi sur la santé publique et à peut-être renforcer certains mécanismes de reddition de comptes. Et donc, plusieurs collègues, dans le cadre de ces débats-là, dont je suis et mon collègue Taillon à l'Université Laval, on a suggéré justement de s'inspirer de la loi fédérale sur les mesures d'urgence qui oblige le gouvernement, et c'est pour ça qu'il y a eu des débats à la Chambre des communes, c'est pas parce que le gouvernement Trudeau a décidé de lui-même de se soumettre à cet exercice-là, c'est parce que la loi l'obligeait à le faire. Et il nous semble, en tout cas, il me semble tout à fait important qu'on ait un mécanisme similaire si on veut basculer dans un état d'urgence. Parce que il faut garder en tête que ça demeure un mécanisme qui relève de l'ordre du bazooka en matière juridique, là, l'état d'urgence sanitaire. C'est une rupture de l'équilibre des pouvoirs et ça ne peut se défendre que dans un contexte tout aussi exceptionnel et temporaire. Ça ne peut pas durer dans le temps. Il faut prévoir spécifiquement des garanties qui permettent d'assurer que l'exécutif ne conserve pas indûment ces pouvoirs-là. Et la loi fédérale, c'est la première fois qu'elle a été exercée, là, depuis 1988. Depuis son adoption, parce qu'elle est très différente de celle qu'elle a remplacée. La loi sur les mesures de guerre, qui avait été appliquée au Québec dans le contexte de la crise d'octobre, exactement. Mais là, on était dans une ère pré-charte au pluriel. Et donc, c'était une suspension des libertés civiles. C'était vraiment la loi martiale qui avait été déclarée au Québec, alors que les mécanismes d'urgence prévus par la loi de 1988, je crois, oui, prévoit spécifiquement que la Charte canadienne continue à s'appliquer pendant le temps de l'état d'urgence. Alors, on est vraiment dans un autre paradigme complètement là, que la loi sur les mesures de guerre. Je me permets d'ouvrir un autre chapitre qui va peut-être apparaître un peu ésotérique pour les étudiants, mais je pense que ça vaut la peine de recadrer des choses. Je reviens à 1982, je reviens au rapatriement de la Constitution, je reviens à la Charte canadienne, et je reviens avec une expression qui est revenue évidemment au galop dans les dernières années, la clause non-obstant. Ce qu'on appelle la clause dérogatoire aussi. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Une clause non-obstant, une clause dérogatoire, et ça, c'est très important. Et en l'expliquant, j'aimerais que tu donne un éclairage sur la loi 21. Oui. Donc, de faire le parallèle, parce que ça m'apparaît fondamental, de comprendre un peu cette mécanique. Elle est très sensible. Elle est très, très sensible. Alors, une disposition de dérogation, c'est une disposition qui permet de suspendre l'application des textes sur les droits fondamentaux. Donc, on est proche d'un mécanisme, on vient de parler des mécanismes qui permettent de mettre en place l'état d'urgence, donner plus de pouvoir à l'exécutif par rapport au législatif et au judiciaire. Mais une disposition de dérogation dans la Charte canadienne, c'est l'article 33. Ça permet au gouvernement de suspendre l'application des droits et libertés de la personne. Dans la Charte canadienne, on ne peut pas suspendre l'application de tous les droits fondamentaux. On ne peut suspendre que l'application des plus importants. C'est intéressant. Et donc, là, il faut garder en tête qu'il y a un caractère très sensible à l'article 33 dans le contexte politique du Québec, en fait. Et l'enjeu, c'est un enjeu de légitimité. Il est là le lien, à mon sens, à faire avec la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, et la projet de loi 96 aussi, où on a intégré une disposition de dérogation mur à mur, autant à la Charte canadienne qu'à la Charte québécoise. Bon. L'enjeu, et c'est la ligne qui est défendue par le gouvernement de la CAQ, c'est de dire, on sait déjà ce que la Cour suprême, si tant est que ça se rendait devant la Cour suprême, dirait des changements qu'on a intégrés dans la loi sur la laïcité de l'État. Et comme on le sait déjà, on utilise notre droit collectif, codifié à l'article 33 de la Charte canadienne, pour dire, cette fois-ci, on veut que ce soit l'Assemblée nationale qui supplante l'interprétation qui est faite par la Cour suprême du Canada. Ça, c'est la ligne là, théorique, mais dans les faits, c'est aussi arrosé de différentes références justement au gouvernement des juges et à l'idée selon laquelle il reviendrait à l'Assemblée nationale de déterminer la portée des droits et libertés de la personne. Ça ne fait, d'un point de vue de charte, là, strictement aucun sens. On peut défendre l'usage, au sens de la légitimité politique, de la disposition de dérogation dans le contexte particulier de la loi 21, mais l'argumentaire qui nous amène à défendre cette légitimité-là doit faire sens du point de vue de la démocratie des droits de la personne. On ne peut pas dire à la fois que la loi 21
consiste en un exercice équilibré des droits des groupes minoritaires touchés par cette loi-là et des droits de la majorité francophone québécoise, d'un côté de la bouche, et de l'autre de dire qu'on suspend l'application des droits fondamentaux et qu'on empêche les tribunaux de se prononcer sur la compatibilité des droits et libertés de la personne avec ce projet de loi-là. Alors, la raison d'être du débat, à mon sens, vient du déficit de légitimité qui découle du fait que la Charte canadienne a été imposée sur le territoire québécois sans le consentement du Québec en 1982 et d'une confusion entre le véhicule de la Charte canadienne et les droits et libertés qui sont protégés à l'intérieur de la Charte canadienne. Parce que moi, j'en suis par ailleurs. Il y a effectivement des enjeux de légitimité considérant le fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution de 1982. Ça va. Maintenant, les droits et libertés de la personne, ça s'inscrit. C'est pas Pierre-Éliott Trudeau qui les a inventés. Je veux dire, ils n'ont pas été imposés sur le territoire québécois en 1982. Il y avait déjà la Charte québécoise qui protège un catalogue beaucoup plus vaste de droits et libertés de la personne qui était en vigueur en 1975. Alors, moi, cette confusion-là, je la trouve malheureuse et je la trouve surtout dangereuse dans le débat tel qu'il est mené par le gouvernement, dans sa légitimation du recours à la disposition de dérogation dans deux projets qui touchent, en tout cas en particulier pour la loi 21, des groupes minoritaires. Parce que la seule, et encore une fois, pour savoir quelle est la portée concrète par rapport à ce qu'on fait dire à la loi sur la laïcité de l'État, c'est quoi quels sont les effets de la loi sur la laïcité de l'État? Pour les connaître, il faut savoir quel était l'état du droit avant la loi 21, puis qu'est-ce que ça change maintenant que la loi 21 est adoptée. Alors, deux choses. D'une part, la laïcité de l'État, là, son équivalent, tel qu'elle est définie dans la loi 21, c'est l'idée de la neutralité religieuse de l'État. Et ça, c'était déjà un principe constitutionnel reconnu à travers la Charte canadienne et la Charte québécoise et applicable sur le territoire québécois. Alors, avant la loi sur la laïcité de l'État, il était faux de dire qu'on était dans un régime de confusion du pouvoir et du religieux. Là. Je veux dire, il y avait un principe qui opérationnalisait la séparation du religieux et de l'État et qui obligeait les agents de l'État à un certain devoir de réserve quant à l'expression de leur conviction religieuse. Ça, c'était la situation avant la loi 21. Si on part de là, quels sont les seuls changements apportés par la loi 21? Ça se résume à deux interdictions. Interdiction faite à certaines catégories d'agents de l'État, dont les enseignants, de porter des signes religieux visibles tels que définis dans la loi, et interdiction faite à tout agent de l'État de porter un signe religieux qui voile le visage. Alors ici, on parle évidemment du niqab et de la burqa, même si c'est pas nommé spécifiquement dans la loi. Mais pour le reste, la loi 21, c'est ce qu'on appelle un exercice de codification, donc d'intégration dans un texte de loi de principes qui avaient déjà cours à travers l'interprétation qu'avait faite la jurisprudence de la Charte québécoise et de la Charte canadienne. Alors, je veux dire, c'est vraiment pas un débat qui est simple, mais même quant à l'importance de la loi 21, là, je veux dire, le fait de mettre laïcité dans la loi, ça ne change pas concrètement d'autre chose que les deux interdictions qui ont été rajoutées. Est-ce que c'est là-dessus qu'il y a eu un accrochage entre vous et le ministre de la Justice? Simon Jolin Barrette, qui est un de nos anciens étudiants, soit dit en passant, cher collègue Lampron. Oui. Donc, il a quand même été bien formé. Il y a un accrochage à cet égard concernant justement rapport majorité-minorité aussi, en partie. Oui, accrochage aussi quant à ça fait l'objet d'un texte que j'ai qui est dans le recueil. Accrochage également quant à la compréhension de ce que faisait sa propre loi, mais juste une petite boutade. Mais dans les faits, effectivement, il y a eu un passage très inquiétant que j'ai fait ressortir des débats parlementaires où le ministre Jolin Barrette laisse entendre que l'égalité se limite à la composante formelle de l'égalité, c'est-à-dire que la loi 21 ne serait pas véritablement discriminatoire puisqu'elle ne vise directement aucune religion. Et ça remet en cause un principe qui est établi largement en droit québécois depuis des années et qui élargit la conception de l'égalité, pas uniquement à l'égalité formelle, mais également à l'égalité réelle. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, ces deux principes-là? L'égalité formelle, en fait, ou quand on parle d'égalité et de discrimination, là, c'est les deux volets d'une même médaille, en fait. C'est-à-dire, pour protéger le droit à l'égalité, on interdit la discrimination. Donc, discrimination et droit à l'égalité, là, on est toujours dans le même débat. Alors, quand on parle d'égalité formelle, ça se limite à l'interdiction de la discrimination directe.
Par exemple, revenons à cette bonne vieille, je sais pas si ça existe encore, en fait, les tavernes, dont l'accès était limité uniquement aux hommes. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et on me corrigera au besoin. Mais il y a encore des tavernes, mais maintenant les femmes peuvent avoir accès aux tavernes. Comme à Québec, il y a la taverne Joe Dion. Oui, moi, c'est ça. Okay. Ça n'a plus de taverne que le nom, finalement. Enfin, alors, à la base des tavernes, les femmes n'y avaient pas accès, en fait. Alors, la règle imposée par les tenanciers de tavernes, t'es une femme, tu n'entres pas, c'est de la discrimination directe. Il y a une exclusion faite sur l'appartenance de la personne à une catégorie protégée par le droit à l'égalité, le sexe. Vous me suivez? Discrimination indirecte, qu'on appelle aussi discrimination par effet préjudiciable, c'est ça qui est mobilisé par la loi 21, en fait. C'est ça qui fait en sorte que, dans l'état actuel du droit québécois canadien, on peut valablement prétendre que l'interdiction de port de signes religieux visibles est discriminatoire à l'égard des membres de groupes minoritaires religieux. Alors, le droit à l'égalité et la discrimination, ça implique toujours qu'on regarde l'ensemble des personnes qui doivent respecter la norme. En l'espèce, on regarde la population du Québec au complet. D'un côté, on a la majorité, l'écrasante majorité de la population québécoise qui est soit athée, agnostique ou chrétienne et qui, sauf de très, très rares exceptions, n'a pas apporté de signes religieux pour respecter les préceptes de sa foi ou de sa non-foi et donc n'a aucun effort à faire pour respecter l'interdiction de porter des signes religieux. Vous me suivez? Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté de l'interdiction, on a les membres de groupes religieux au pluriel, minoritaires, qui, eux, croient sincèrement devoir porter des signes religieux pour respecter les préceptes de leur foi. Donc, il y en a un qui subit un désavantage par rapport à l'autre, et ce désavantage-là, parce qu'il s'explique par une caractéristique protégée par le droit à l'égalité, c'est ce qu'on appelle de la discrimination indirecte. Maintenant, une fois qu'on a dit que l'interdiction est à la source d'une violation, d'une atteinte au droit à l'égalité, le débat ne s'arrête pas là. Le débat ne s'arrête jamais là en matière de droits et libertés de la personne. C'était toujours une approche en deux temps. Un, on demande est-ce qu'il y a une atteinte à un droit fondamental? Mais ensuite, on se tourne vers l'État puis on demande à l'État, est-ce que vous avez des motifs supérieurs, des motifs suffisants à faire valoir pour justifier l'atteinte au droit fondamental? Alors, c'est là où le débat aurait eu lieu en ce qui concerne la loi 21, n'eût été la disposition de dérogation qui fait en sorte que là, le débat devant les tribunaux, il se fait sur la légitimité ou la légalité du recours mur à mur aux dispositions de dérogation. Mais le débat concernant la loi 21, là, à la base, ça aurait été sur les motifs que le gouvernement, que l'État du Québec est en mesure de faire valoir pour justifier le changement qu'il a imposé au régime juridique de gestion de la diversité culturelle et religieuse qui se mesure en termes de deux interdictions. Alors, est-ce qu'il y avait des motifs suffisants à faire valoir pour justifier que les enseignants du Québec d'âge primaire pour les écoles primaires et secondaires, dorénavant, ne puissent plus porter de signes religieux quand ils sont dans le cadre de leur travail? Et c'est un exercice qui est contextuel, mais ça aurait exigé que le gouvernement fasse une preuve. Alors que là, ce faisant, en dérogeant, il n'a pas à faire cette preuve-là. Donc, c'est de rompre. Il y a une théorie là qui est très, très structurante en matière de droits et libertés de la personne, c'est l'idée du dialogue. Donc, le législateur agit. Ça aussi, là, ça affaiblit passablement la thèse du gouvernement par les juges. Là. Le gouvernement, il adopte pas de loi. Il est toujours en réaction à l'adoption de lois. Alors, le gouvernement pose un acte où le législateur adopte une loi. Et ensuite, si des justiciables jugent que c'est opportun de le faire, on prend la loi et on dit il y a un problème avec les chartes, on demande au judiciaire de se prononcer là-dessus. Le judiciaire fait son exercice, peut en venir à la conclusion que il y a un problème, effectivement, elle est incompatible avec, je sais pas moi, X dispositions de la Charte québécoise. Puis ensuite, on se retourne vers le législateur qui a le droit du dernier mot à travers la disposition de dérogation. C'est ça l'idée du dialogue, en fait. Action, analyse et éventuellement réaction. Soit on accepte la décision, soit au contraire, on dit non, on n'accepte pas la décision et on suspend pour être capable d'imposer la volonté du législatif sur le judiciaire. Donc, c'est ce qu'il y a derrière. Mais là, dans le contexte de la loi 21, comme on le fait de manière préventive que d'adopter la disposition de dérogation, il n'y a pas eu de dialogue. On dit qu'on savait déjà qu'est-ce que les tribunaux auraient dit. Mais dans les faits, on n'a pas eu le loisir d'avoir accès à la preuve qui aurait dû être faite par l'État pour justifier l'atteinte aux droits fondamentaux qui découlent de la loi 21. Et là, même chose pour la loi 96, là, qui a été bardée aussi d'une disposition de dérogation mur à mur. Ah ben, vivement l'arrivée d'un nouveau profil en sciences humaines sur la justice, parce que je pense qu'on va avoir besoin de nourrir un petit peu tout ça. Le temps file, Louis-Philippe, et je vais me permettre, avant de céder peut-être la parole au public, à l'auditoire,
sachant qu'ici, on est assez connecté sur les réseaux sociaux. Il y a quelques papiers que tu as rédigés. Et entre autres, je reprends un titre d'un de tes papiers, publié soit dans Le Soleil, Le Devoir, etc. Et je pense que ça peut vous intéresser dans le contexte actuel. Louis-Philippe Lampron soulève la question. Est-ce que les élus peuvent bloquer l'accès à leurs réseaux sociaux? Et je sais qu'il y a eu une belle rencontre avec le premier ministre Legault à cet égard. Peut-être peux-tu nous éclairer là-dessus? Il était pas chef de l'opposition, mais il était pas premier ministre à cette époque-là. Mais oui, tout à fait, j'étais en sabbatique au Japon. J'aime ça dire ça. J'étais au Japon. J'étais au Japon et voilà. Donc j'étais en sabbatique et il est arrivé les attentats. Je pense que c'est les attentats du Bataclan, ou de Charlie Hebdo. En tout cas, quelque chose d'épouvantable. Et donc, moi, avec le décalage horaire, j'étais en plein milieu de la nuit, j'étais pas capable de me décrocher de mon téléphone, etc. Et donc, j'ai un petit problème de dépendance à mon téléphone. J'étais frénétiquement sur les réseaux sociaux et je vois passer une déclaration, la réaction de François Legault qui dit un truc comme ça nous prend plus de Carrie Mathison dans le monde, qui est un personnage d'une série fictive d'espionnage, machin. Puis c'est à quoi je réponds, il me semble qu'il y aurait eu autre chose à dire sur la situation qui vient d'arriver. Tu sais, j'ai pas été virulent, il y a pas eu d'insultes, quoi, mais j'ai remis en cause la pertinence d'une déclaration comme celle-là. Et donc le futur premier ministre m'a bloqué. Et donc, il y a plusieurs élus qui fonctionnent comme ça. En fait, ils ont la peau très sensible. Ils bloquent, on les appelle des bloqueurs en série. On a Yves-François Blanchette, là, dont on parle dans les réseaux dans les médias, qui bloquerait pour un oui ou pour un non, etc., etc. Et donc, il m'a débloqué par la suite. Je sais pas trop si son équipe de presse a dit, ouais, lui, peut-être le débloquer. Je sais, il est prof. En tout cas, il me semble que ça va causer plus de problèmes qu'autre chose. Mais donc, ça a posé la question, et cette question-là, juridiquement, s'est posée à travers le mandat de Donald Trump. Parce que Donald Trump se servait, vous vous en souvenez, avant qu'il soit banni, ça aussi, ça pose de sales questions juridiques, là, le bannissement de Donald Trump de Twitter suite à une décision prise par une entité privée. Mais donc, Donald Trump utilisait beaucoup ses médias sociaux et il utilisait aussi beaucoup les médias sociaux comme une manière de communiquer avec la population. Or, il était président des États-Unis et au début de son mandat présidentiel, il bloquait beaucoup de ses critiques, en fait. Et certains de ses critiques l'ont poursuivi, comme le fait que le président des États-Unis, à partir du moment où il choisissait de rejoindre la population et de transmettre de l'information à la population via les réseaux sociaux, mais là, soudainement, il avait la responsabilité d'endurer les critiques associées à sa fonction représentative, à quelque part. Et ils ont obtenu gain de cause, en fait, devant la cour d'appel d'un district. Je me souviens pas de quel district il s'agissait. Et pour moi, ça se transpose complètement dans le régime juridique canadien, québécois de protection des droits de la personne, parce que la liberté d'expression, ça va beaucoup plus loin que la capacité individuelle qu'on a de faire valoir notre opinion. Hein. Je veux dire, ça repose sur l'existence de garanties institutionnelles qui, au sens démocratique du terme, ont vocation, ces institutions-là, à nous fournir des informations fiables, crédibles et de qualité sur la base desquelles on peut fonder nos opinions. Parce que si je crois Alex Jones, et je reviens à cette espèce de polémiste, pour être poli, là, américain qui dit tout et n'importe quoi et qui est cru très largement. Moi, mon premier contact avec Alex Jones, c'était dans le cadre de la campagne présidentielle qui a mené à l'élection, je crois, de Donald Trump. Et c'était un truc de fou, de genre, il avançait le fait que des proches d'Hillary Clinton et de Barack Obama lui disaient qu'ils sentaient le soufre, en fait. Donc, ils étaient démoniaques. Puis là, il y avait une vidéo absurde où on voyait une mouche se poser sur Hillary Clinton. Et on sait bien que dès qu'une mouche se pose sur quelqu'un, c'est signe, on l'a vu, c'est un démon. Mais ça semble absurde, mais à un certain moment, si c'est sur la base duquel on construit notre positionnement politique, ces bêtises-là, ben nécessairement, la décision à laquelle on va arriver, ça sera certainement pas de voter pour Hillary Clinton. Alors, ces institutions démocratiques-là, dans le grand contexte de la désinformation, là, elles sont fondamentales et elles sont au cœur de la liberté d'expression et il faut absolument et impérativement casser cette idée selon laquelle la liberté d'expression, ça se limite à sa seule composante individuelle qui nous donne le droit de dire ce qu'on pense.
Je disais, oui, certes, mais pas que. Et c'est surtout pas ce qui est au cœur de la liberté d'expression. Ce qui est au cœur de la liberté d'expression, c'est la libre circulation des informations fiables, crédibles et de qualité, sans lesquelles il n'y a pas de société démocratique, parce qu'il n'y a pas de débat démocratique. Ah, c'est intéressant sur la liberté d'expression. Ta dernière visite au Cégep Édouard-Montpetit remonte à 2018 et je salue mon collègue Martin Geoffroy, professeur de sociologie et directeur du Sephir. Alors, il y avait un colloque et pendant un colloque sur la radicalisation, il y a eu des représentants de groupes radicaux, la Meute, pour ne nommer que ce groupe-là, et tu étais présent. Oui. Liberté d'expression avec des groupes comme ça. Comment on jongle avec cette situation? Il n'y a pas un droit fondamental qui est absolu. Il n'y a pas un droit fondamental qui est absolu. Et donc, dès qu'on parle de liberté d'expression, il est clair que toute restriction à la capacité d'une personne, d'un groupe de personnes d'avoir accès à des débats, d'avoir accès à des informations ou d'être exclu de la sphère du dialogue, là, ça doit allumer une lumière rouge, en fait. Maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même que les personnes respectent les conditions sans lesquelles on sort du régime de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'en parler à la conférence que j'avais donnée en 2018, mais il y a des actes expressifs qui ne sont pas protégés par la liberté d'expression. Dans le cas des camionneurs, par exemple, ce qui s'est passé pas à l'Université d'Ottawa, là, mais ça, c'est Lieutenant-Duval, c'est autre chose, sur la colline parlementaire à Ottawa, le fait d'ériger, pour protester contre un programme politique, d'ériger une barricade de camions lourds, ça, c'est pas protégé par la liberté d'expression. Ça, dans les limites juridiques établies, là, dans la détermination de ce qu'est une activité expressive ou pas, là, on ne peut pas choisir de s'exprimer d'une telle manière qu'on détourne un lieu public de sa destination. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais l'exemple par excellence, c'est la violence. Les menaces de violence physique à l'égard d'autrui ou la menace ou la violence physique en elle-même à l'égard d'autrui, ce n'est pas une activité expressive protégée. Même si ça respecte toutes les autres caractéristiques qui permettent de savoir quand est-ce qu'on est face à un acte expressif, essentiellement, c'est une composante purement subjective. Il faut que j'ai l'intention de transmettre un message. Le critère, c'est pas de savoir si la personne ou une personne dans le monde était en mesure de saisir le message que je voulais transmettre. Mais c'est bien, est-ce que moi, en stationnant ma voiture sur le terrain de mon voisin, j'avais l'intention de transmettre un message. Ça a l'air farfelu, là, l'exemple que je donne, mais il a été donné par la Cour suprême du Canada. Alors, cette considération-là, elle a des limites, et une des limites, c'est, même si je veux communiquer à quelqu'un que je ne l'apprécie pas et je le gifle, la gifle, elle est hors protection de la liberté d'expression. Alors, ce type de limite-là, il faut vraiment l'aborder de manière contextuelle, mais il est clair que il faut y aller avec la théorie du smoking gun, en fait. On ne peut pas anticiper un comportement et tant que la personne respecte les limites de la liberté d'expression, moi, je pense qu'il faut maintenir le dialogue le plus possible. Peut-être un dernier point avant d'ouvrir le micro pour le public, même si on pourrait poursuivre pendant de longues minutes. Ton combat actuellement, c'est le combat pour la liberté académique. C'est ce qui te mobilise le plus. Et j'aime bien qu'on puisse faire un arrêt parce que ça peut toucher aussi la sphère cégep, la sphère collégiale. Qu'est-ce que c'est comme tel que la liberté académique et le fonctionnement universitaire et la liberté de l'enseignant et du prof et du chercheur? Recadre un peu les enjeux, je pense qu'on en a besoin. Il y a eu effectivement, puis bon là, c'est à la fois mon chapeau de chercheur en droits et libertés, parce que moi je m'intéresse surtout aux libertés fondamentales et aux droits à l'égalité, là, donc aux droits et libertés au sens large, mais à ce type particulièrement de liberté, de garantie. Et à travers, je disais, les corollaires à la liberté d'expression, les garanties institutionnelles qui sous-tendent notre capacité à participer par le truchement de la liberté d'expression au débat démocratique, il y a des corollaires institutionnels dont on a besoin. Les médias, pour le meilleur et pour le pire, je veux dire, c'est quand même des institutions qui doivent être protégées parce que c'est les journalistes qui sont chargés d'aller chercher les informations et de remettre en cause les positions mises de l'avant par les titulaires de la puissance publique pour qu'on soit capable de débattre et d'éclairer largement, au-delà des seuls intérêts des puissants, les débats qui traversent la société. Alors, les médias,
et ce qui se passe à l'université également et dans les établissements de recherche au sens large. Bon. Alors, quand on parle de liberté académique, là, certains me reprochent le fait que ce serait un anglicisme, il faudrait davantage parler de liberté universitaire. Moi, je maintiens qu'il faut parler de liberté académique parce que liberté universitaire, ça nous restreint beaucoup trop aux seules universités, alors qu'il y a de la recherche qui se fait ailleurs et que la liberté académique, notamment, pose des enjeux dans la salle de classe qui traversent largement, qui sortent largement des murs de l'université. On peut parler des cégeps, mais on pourrait aussi parler d'autres établissements là, dans une certaine mesure. Et donc, l'enjeu, et ça permet de boucler la boucle, là, l'idée de la tour d'ivoire, l'enjeu, c'est l'indépendance, en fait. C'est les conditions de création du savoir et de diffusion de la connaissance qui impliquent une liberté d'action et qui impliquent la capacité de remettre en cause tout dogme et tout sujet sans avoir de crainte de subir de pression doctrinale ou étrangère, etc., etc. Et dans un contexte de sous-financement chronique des institutions d'enseignement, que ce soit au cégep et à l'université, le débat sur la liberté académique devient fondamental parce que on se rend compte que de plus en plus de partenaires privés vont assurer le financement de ces établissements-là. Et avec les partenaires privés, il peut y avoir de très, très bons partenariats de recherche par ailleurs où tout le monde respecte sa place, là, qui sont établis et qui vont permettre la création de connaissances absolument valables. Je suis pas en train de m'opposer par principe à tout partenariat entre les universités et le privé au sens large. C'est pas de ça dont il est question. Mais le contexte de sous-financement chronique des institutions fait en sorte que le dialogue s'établit avec un des partenaires qui est à genoux parce que le partenaire, il a besoin de l'argent du bailleur de fonds. Et le bailleur de fonds, lui, c'est pas un organisme sans but lucratif. Il poursuit un agenda et cet agenda-là, c'est de faire du profit. Alors, je veux dire, les objectifs dans cette rencontre-là sont diamétralement opposés. Et si les paramètres de la liberté académique ne sont pas suffisamment et, je dirais, protégés de manière robuste dans des textes de loi comme la loi 32 ou dans des conventions collectives, parce que c'était le cas jusqu'à la loi 32, on est vraiment très, très mal pris. Et donc, le débat entourant l'adoption de la loi 32, ça s'est très, très mal engagé parce que, bon, il y a eu la commission Cloutier qui a livré un très, très bon rapport, très, très équilibré, qui allait dans le sens d'une reconnaissance des grands principes universellement, c'est un peu fort, mais très largement reconnu dans la communauté internationale, là, codifié dans la déclaration de 1997 sur l'enseignement supérieur. Mais ensuite, la première mouture du projet de loi, là, on avait une vision vraiment tronquée qui aurait constitué un recul important de la liberté académique si elle avait été adoptée. Fort heureusement, et c'est sans doute la bataille à laquelle tu fais référence, là, il y a eu une levée de bouclier généralisée de tous les acteurs du milieu universitaire, parce que la loi, elle a vocation à s'appliquer aux universités uniquement. À la fois, et ça c'est assez rare, des recteurs et des syndicats de profs. On disait tous la même chose, cette loi-là, c'est une mauvaise loi et elle cause plus de problèmes qu'elle est susceptible d'apporter de solutions. Et la deuxième mouture, celle qui a été adoptée, c'est pas parfait, mais au moins on s'approche davantage là, des recommandations qui avaient été faites dans le rapport Cloutier. Alors, on va pouvoir construire à partir de ça, plutôt que de devoir s'opposer à ce qui a été placé comme curseur. Ben, je pense qu'on va remercier évidemment chaleureusement Louis-Philippe Lampron d'être venu à notre rencontre. Franchement, ça valait le détour. Merci Louis-Philippe.